Le plus célèbre trafiquant de drogue de Miami est cerné de toutes parts. J'allais me retrouver en prison, peut-être pour toujours. Pour rester en liberté, il élabore un plan audacieux. J'ai pris du sang pour faire croire à une fusillade. Il se terre pendant des années sous une fausse identité. La police fédérale américaine arrivera-t-elle à prouver que cet homme est bien vivant? Au Texas, un couple commet un acte répugnant pour toucher l'assurance vie. J'ai soulevé le couvercle, le corps était là. Leur mise en scène va tromper tout le monde. Et je m'apprête à balancer la bagnole au sommet de la colline. Mais un policier est persuadé que le cadavre n'est pas le bon. Beaucoup de choses ne collaient pas. Des gens désespérés, poussés à commettre l'irréparable. Pourriez-vous simuler votre propre mort? Dans les années 1970, en Floride, le trafic de marijuana est plus qu'un commerce lucratif. C'est un mode de vie. Il y a beaucoup d'offres, davantage encore de demandes, et les forces de l'ordre sont en sous-effectif. C'est un moyen de s'enrichir rapidement, mais au péril de sa vie. Un homme est prêt à prendre ce risque, John Darrell Boyd. Nous sommes nés 100 ans trop tôt, c'est tout. Au temps du Far West, on aurait fait ce qu'on aurait voulu. John n'est pas un trafiquant de drogue classique. Il a une vie de famille épanouie. Son frère Tracy et lui décident d'abandonner leur travail dans l'industrie du bâtiment pour se lancer dans une carrière bien plus excitante et rentable. Mon frère et moi, on ne se droguait pas, on ne fumait pas de joint, on ne prenait pas de cocaïne, rien de ce genre. Pour nous, c'était du business. Quand j'ai vu John Darrell Boyd, j'ai pensé à Wyatt Earp, à Butch Cassidy et le Kid. C'était un pirate des temps modernes, un renégat, un hors-la-loi. Toute ma famille, y compris ma femme Suzy, était impliquée dans nos affaires. Suzy gère la plupart des finances et ouvre même des comptes en banque aux îles Caïmans. Les deux frères font rapidement fortune. On allait chez un concessionnaire Cadillac avec une mallette remplie d'argent. On achetait 2 voitures, on payait cash et on repartait. C'était vraiment Noël tous les jours. John commence à prendre confiance. Il passe à l'étape supérieure et se rend en Jamaïque et en Colombie pour superviser les changements. Je restais en Colombie 1 mois entier. Il partait en Colombie pour aller chercher l'herbe. Et il fallait beaucoup de cran pour faire ça. Et John Darrell Boyd en avait. Les deux frères sont rapidement à la tête d'une vaste organisation de contrebande de marijuana qui leur rapporte des millions de dollars. Ils emploient 200 hommes dans 48 États américains et 3 pays. Dans le sud de la Floride, les autorités s'efforcent d'enrayer ce trafic qui prend des proportions sans précédent. Personne ne s'est vraiment rendu compte de ce qui se passait, jusqu'au moment où on a compris qu'on était envahi par la drogue. Les forces de l'ordre ont mesuré l'ampleur du trafic grâce aux bateaux et aux avions qui n'arrivaient pas à destination. Des bateaux coulaient et des avions s'écrasaient avec leur chargement. Les frères Boyd dépensent leur argent sans compter et sans penser à l'avenir. Darrell partageait tout ce qu'il avait. Dans les périodes fastes, tout le monde en profitait. Grisés par leur succès, les deux hommes se croient intouchables. En regardant Jerry Lewis à la télévision lors du Téléthon, il leur vient une idée saugrenue. On regardait le Téléthon chez moi et j'ai commencé à rire en disant « Tracy, pourquoi on ne ferait pas un don au Téléthon ?» Sans réfléchir, ils mettent 10 000 $ en espèces dans une enveloppe et vont même jusqu'à y joindre une lettre. C'était dans les journaux le lendemain. John Darrell et Tracy ont commencé à attirer l'attention des forces de l'ordre avec ce coup d'éclat. Ça a pris des proportions énormes. Ça nous a fait du tort. C'était un défi à la police. Attrape-moi si tu peux. Les Boyd narguent les autorités depuis 3 ans, quand la DEA, l'agence américaine de lutte contre les stupéfiants, tient enfin une piste. En position. Plusieurs de leurs complices sont pris en flagrant délit. Tout le monde les mains
sur la tête! Ces hommes, autrefois loyaux et fidèles, ne tardent pas à dénoncer les deux frères pour sauver leur peau. Les procureurs ont alors suffisamment d'éléments à charge pour les inculper d'importation illicite de stupéfiants et de complot en vue de commettre un meurtre. John Darrell Boyd est habitué à obtenir tout ce qu'il désire. Mais en un instant, tout va basculer. Police! On est armés! Stop! À terre! À terre! Tourne-toi! Ce n'était plus un jeu. Plus question de « attrape-moi si tu peux » ou autre foutaise. J'allais me retrouver en prison peut-être pour toujours. John est incarcéré à Miami. Sa caution est fixée à 550 000 $. C'est du sérieux. L'avocat de John le prévient de ce qu'il attend. Si l'accusation a des preuves solides, il risque la réclusion à perpétuité incompressible. Mes enfants seraient élevés par quelqu'un d'autre, ma femme et mes amis allaient m'oublier, et je me retrouverais tout seul dans de sales draps. J'ai donc décidé que ça ne se passerait pas comme ça. Le procès est prévu quelques mois plus tard. Les parents de John vendent leur maison pour payer la caution de leur fils. Tracy, lui, n'a pas l'intention de passer un seul jour derrière les barreaux et quitte la ville immédiatement. John Darrell veut que sa famille reste unie. Et surtout, il aimerait se débarrasser des agents fédéraux. Pour cela, il ne voit qu'un seul moyen. Faire croire à tout le monde qu'il est mort. On savait tous que c'était un jeu dangereux où les gens se faisaient tuer ou disparaissaient. Ça pouvait mal tourner. J'ai élaboré mon plan, mis au point toute l'idée. Je me suis demandé qu'est-ce qui ferait suffisamment diversion pour que je puisse me barrer. J'ai décidé de me faire tuer dans les Everglades. John Darrell prépare son projet avec soin. Il doit faire croire qu'il se trouvait dans les marais pour réceptionner une cargaison de drogue et que tout a dérapé. Les flics verraient ça comme un deal de plus. Quand les policiers chercheront son corps, ils penseront que les meurtriers l'ont jeté aux alligators. En fait, John Darrell sera bien vivant, là où personne ne songera à le rechercher, à Buffalo, dans l'État de New York. Il a plusieurs amis là-bas, en qui il a toute confiance. Il ne laisse rien au hasard, peaufine chaque détail, jusqu'à la moindre goutte de sang. Une amie de ma femme était infirmière. Elle m'a prélevé du sang qu'on a mis dans un pot de nourriture pour bébé. On l'a fermé hermétiquement et on l'a mis dans une glacière. Il prépare aussi minutieusement sa voiture. J'ai installé une CB, des scanners de fréquence. J'ai laissé des notes. Puis il emballe ses jouets favoris, des armes. J'ai emporté un 357, un 9 mm avec plusieurs chargeurs. J'ai pris assez de munitions pour faire croire à une fusillade. C'est un moment décisif pour John Darrell Boyd. Désormais, il ne peut plus revenir en arrière. À suivre, le plan de John va-t-il se retourner contre lui? Un couple texan se lance dans un projet macabre pour toucher l'assurance vie. La plupart des gens trouveraient ça écœurant de déterrer un cadavre. Ça l'est, et même plus encore. John Darrell Boyd risque la prison à vie pour importation illicite de stupéfiants et complot en vue de commettre un meurtre. Mais il ne veut pas passer sa vie en cavale, sans sa famille. Il décide de mettre en scène sa propre mort pour faire croire à la police qu'il a été abattu lors d'un deal qui a mal tourné. Ça ne me posait pas de problème. J'avais de bonnes raisons de faire ce que je m'apprêtais à faire. Il a pensé à tous les détails, sauf un. Il va devoir mentir à sa femme et à ses enfants. Il leur raconte qu'il part en voyage d'affaires. En fait, il ne sait pas du tout quand il les reverra.
J'ai embrassé et serré mes enfants dans mes bras. C'était vraiment traumatisant. Surtout parce que je ne pouvais pas dire à mon fils ce que j'allais faire. On lui a dit la vérité beaucoup plus tard. Il a vraiment cru que son père était mort. John se dirige vers l'ouest de Miami, parcourant 150 km sur une route isolée dans les Everglades. Un homme de confiance l'attend sur place pour faire le guet, puis l'aider à accomplir la première étape de son projet. J'avais un plan et je connaissais plus ou moins bien le coin. Mais là-bas, tout se ressemble. C'est ça, les Everglades. Mon complice était quelque part dans une camionnette avec une radio pour me prévenir si quelqu'un arrivait. Mais j'avais la trouille. Quelques centaines de mètres plus loin, John arrive au point de non-retour. J'ai posé les armes par terre. L'adrénaline est montée et j'étais prêt. J'ai pris la carabine calibre 30. J'ai tiré sur les vitres, le capot et sur le moteur. Ensuite, j'ai pris le pistolet mitrailleur, j'ai mis un chargeur et j'ai arrosé la voiture d'un bout à l'autre. J'ai vidé tout le chargeur, puis j'ai pris les revolvers et j'ai continué à tirer sur la voiture. Le taux d'adrénaline grimpe en flèche. On a peur de se faire prendre. Il doit maintenant s'occuper de l'autre partie de la fusillade. Je suis monté dans la voiture, j'ai pris le 357. J'ai tiré à travers les vitres, comme si je m'étais défendu. Il veut que la scène de crime persuade les enquêteurs qu'il a été tué dans un déluge de balles. Je me suis assuré qu'il y avait bien des douilles à l'intérieur et sur le sol. La voiture a été mitraillée à mort. J'ai pris du sang et j'en ai aspergé un peu partout pour faire croire à une fusillade dans les règles. Il lui faut également laisser des indices tangibles pour expliquer la disparition de son cadavre. J'avais des bottes de cow-boy et j'ai enfoncé les talons dans la terre comme si on m'avait traîné pour me jeter aux alligators. C'était l'idée. On m'avait descendu et balancé dans les marais. J'avais disparu et il ne pourrait rien prouver. Le décor est planté. John s'enfuit le plus vite possible. Mais en a-t-il assez fait pour duper la police? L'heure tourne. Et John Darrell Boyd sait que plus il sera loin quand la scène de crime sera découverte, moins il aura de chances de se faire prendre. On est revenu vers Miami. J'ai essuyé tout ce que j'avais touché et démonté les armes. On s'est arrêté près de plusieurs marécages et j'ai jeté une pièce par-ci, une pièce par-là, à peu près tous les kilomètres. Il n'aurait jamais pu les trouver dans ces marécages et ces boues. J'avais la trouille, mais il fallait absolument que je balance tout par la fenêtre avant d'attirer l'attention de la police de la route. Je voulais m'éloigner de la soi-disant scène de crime pour me rendre dans un endroit sûr. Et c'est là qu'on allait. Quelques heures plus tard, John met en place la deuxième partie de son plan. Persuadé que la police surveille l'aéroport de Miami, il a demandé à un de ses amis, Mikey Ponchakowski, de le conduire jusqu'à Atlanta.
Je suis resté 4 jours dans une chambre d'hôtel à l'attendre. Le jeudi, vers 3 heures de l'après-midi, on a frappé à ma porte. C'était lui. Salut, Mickey. Avant tout, John doit se rendre méconnaissable. J'ai rasé ma barbe, ma moustache, j'ai changé d'apparence. J'ai mis une grosse paire de lunettes à monture d'écaille noire. On aurait dit celle d'un professeur. On l'appelait Clark Kent. Allez, c'est bon, on y va. Mickey et moi avons quitté l'État de Floride. Les deux hommes partent pour Atlanta. Mikey est prié de respecter le code de la route. Il m'a dit pas d'excès de vitesse. Je crois que c'était limité à 90 à l'époque. Ne fais pas le malin, je n'ai pas envie de me faire arrêter. Le lendemain, les adjoints du shérif retrouvent la voiture criblée de balles et concluent à une fusillade. D'après les indices, John Darrell s'est rendu en voiture dans un endroit isolé pour réceptionner une cargaison de drogue et a été agressé par un gang rival. Les centaines d'impacts de balles sur la voiture indiquent une bataille acharnée. Les traces de sang prouvent que John a été abattu dans sa voiture. Les policiers remarquent les traces des bottes sur le sol et pensent que le cadavre a été traîné et jeté dans le marécage pour qu'on ne le retrouve jamais. Jusqu'ici, le plan de John fonctionne à merveille. Pendant ce temps, à près de 1000 km de là, John arrive à l'aéroport d'Atlanta pour finaliser l'avant-dernière étape de son évasion. On allait entrer et prendre un billet d'avion pour Buffalo. Rien de compliqué. Mais finalement, on a eu un gros problème. Pendant que Mickey achetait les billets et prenait les cartes d'embarquement, je suis allé aux toilettes. J'avais une petite valise avec quelques vêtements et de l'argent. Je devais avoir 20 ou 25 000 dollars en espèces. Mais John ne s'attend pas du tout à ce qui va suivre. En levant les yeux, j'ai vu entrer l'agent de la DEA chargé de mon affaire. Je l'ai aperçu dans le miroir. J'ai pensé, oh non. Deux jours après avoir simulé sa disparition, John Darrell Boyd est en cavale. Sa liberté n'est plus qu'une question de minutes lorsque son regard croise celui d'un agent de la DEA. Je me suis dit que tout l'aéroport était cerné, qu'il devait y en avoir 20 autres dehors. J'étais dans l'impasse. Je ne pouvais pas m'enfuir. J'ai pensé que j'étais fichu. J'ai attrapé ma valise, je suis entré dans les toilettes du fond, je me suis assis et j'ai attendu. J'étais cuit. Alors j'ai changé de chemise, de pantalon et de chaussures. Et j'ai mis les lunettes à monture d'écaille. Je l'ai entendu actionner la chasse d'eau et fermer la porte. J'ai quitté les toilettes aussi vite que possible. Je suis sorti de l'aéroport, j'ai attrapé le premier taxi et je lui ai dit de m'emmener à la gare. John leur file entre les doigts et parcourt 1500 km sans le moindre incident. Le jour de son arrivée à Buffalo, il ne perd pas de temps pour accomplir sa dernière étape, se fabriquer une nouvelle identité. J'ai cherché une personne décédée qui aurait mon âge. J'ai trouvé un certain Robert Lawrence Burke. Je suis donc devenu Robert Burke. À Miami, l'agent fédéral Pete Nagourney a hérité de l'affaire John Darrell Boyd. Il a l'intuition que la police ne connaît pas toute la vérité. Le problème, c'est qu'il n'a aucune preuve.
Le dossier était classé dans les affaires non résolues parce qu'il n'y avait aucun élément nouveau. On était complètement dans l'impasse. Mais l'agent fédéral a peut-être une piste. Tracy, le frère de John. J'ai reçu un appel du bureau de la police fédérale du Kentucky. Et ils m'ont dit qu'ils avaient peut-être réussi à localiser Tracy Boyd. Pete Nagourney pense que Tracy pourrait les mener jusqu'à son frère, mort ou vif. À plus de 2000 km au nord, John s'est installé dans la banlieue chic de Buffalo, à Orchard Park. Il a forgé de nouvelles identités pour sa femme et ses enfants et leur a révélé toute la vérité. Ils sont venus jusqu'ici pour prendre un nouveau départ ensemble. On avait réuni une partie de la famille. Pour John, plus question de trafic de drogue, mais il reste l'argent. J'avais des comptes aux îles Caïmans. Quand j'avais besoin d'argent, je prélevais des fonds sur ces comptes et je les transférais à Buffalo. John commence également à envoyer de l'argent à ses parents pour leur rembourser les 500 000 $ de caution qu'ils ont perdus. Durant 2 ans, la famille Boyd coule des jours tranquilles. Robert Burke, alias John Darrell, trafiquant international de drogue, se retrouve dans une situation pour le moins inattendue. Je suis devenu père au foyer. J'étais l'entraîneur adjoint de l'équipe de baseball de mon fils. À Miami, l'agent fédéral Pete Nagourney a toujours des doutes sur la disparition de John Boyd, puisqu'on n'a jamais retrouvé son corps. Il ressort le dossier et examine à nouveau les photos de la scène de crime. Cette fois, il relève un détail qui a échappé à tout le monde. Sur l'une des photos prises sur place, un manteau recouvrait un impact de balle. Il n'y avait aucun trou dans le manteau. On a compris que le manteau avait été placé dans la voiture après la fusillade. C'est à partir de ce moment-là que les forces de l'ordre ont su que John Boyd se cachait quelque part. Mais on ne savait pas où. À peu près au même moment, les enquêteurs découvrent des transferts d'argent suspects entre le compte bancaire de Tracy et celui de ses parents. On a monté un dossier pour complicité de fuite et on a commencé à enquêter sur les parents. Il obtient des assignations pour éplucher les comptes des parents Boyd. Le jour où on a délivré l'une des assignations, on a reçu un appel de la banque qui venait de recevoir un très gros chèque. D'un montant de 60 000 $, le chèque est libellé à l'ordre de la mère de John Boyd. Il provient d'une banque des îles Caïmans. Il est signé Robert Burke. J'ai examiné le chèque et j'ai cherché dans le dossier de Tracy, mais je n'ai rien trouvé qui pouvait le relier aux îles Caïmans. Le chèque ne peut rien prouver. Mais l'agent fédéral se penche alors sur le dossier de John Darrell. J'ai regardé sa fiche d'arrestation qu'il avait lui-même remplie le jour où on l'a arrêté. J'ai mis le chèque sous la fiche d'arrestation, je les ai regardés à la lumière et j'ai remarqué que le B de John Darrell Boyd était identique au B de Robert Burke. C'était exactement la même taille et la même forme. On aurait dit un calque. Cet élément nouveau va relancer l'affaire. Et là, j'ai hurlé, c'est John Darrell. Pete Nagourney contacte immédiatement les autorités de Buffalo. On leur a envoyé une photo de John Darrell. Ils l'ont montré aux employés de la banque qui ont identifié l'individu. C'était Robert Burke. Les employés le connaissaient bien parce qu'il venait régulièrement effectuer des transactions. Et ce, depuis environ 3 ans. La banque donne aux policiers l'adresse de John à Orchard Park. En quelques minutes, la maison est placée sous surveillance. Les agents fédéraux ne veulent pas éveiller les soupçons du fugitif. Ils vont se servir de son fils.
Les agents de Buffalo nous ont dit qu'ils allaient attendre que le petit garçon prenne le bus et arrive à l'école, et ensuite appeler John Darrell pour le prévenir que son fils était malade. Allô? L'école m'a appelé un jour pour me dire « Jason est malade, vous devez venir le chercher. » Passez-le moi. Ils ne m'ont pas laissé lui parler et ça m'a énervé, j'étais en colère. J'ai pris la rue qui menait directement à l'école. J'avais à peine fait 500 mètres quand j'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu les voitures de police. J'ai compris tout de suite. Pendant plus de 2 ans, John Darrell Boyd a berné les autorités en simulant sa mort. Il ne va pas abandonner si facilement. Il se lance dans une course-poursuite. Il gagne du temps, espérant trouver un moyen de s'en sortir. Mais il ignore que la police a établi un barrage un peu plus loin. La voiture est cernée et John est forcé de sortir sous la menace d'une arme. L'arrestation de John Darrell Boyd est un soulagement pour l'agent fédéral Pete Nagourney. Depuis le début, il avait des doutes sur cette disparition. Il a désormais la preuve que l'homme qui avait simulé sa mort est tout ce qu'il y a de plus vivant. Il se serait fait prendre un jour ou l'autre. Il aurait parlé à la mauvaise personne, ou il aurait commis une erreur, mais on aurait réussi à l'arrêter. En avril 1983, John Darrell Boyd, un des plus gros trafiquants de drogue de Floride, est enfin traduit en justice. Quelques semaines plus tard, son frère Tracy se rend aux autorités. Ils sont tous deux condamnés à 5 ans de prison pour trafic illicite de stupéfiants. Aucun chef d'accusation n'a été retenu contre Susie Boyd, qui a demandé le divorce peu de temps après l'arrestation de son mari. Durant des années, John a connu une existence que peu d'entre nous peuvent imaginer. Ça a été une sacrée aventure qui a finalement détruit nos familles et nous a envoyés en prison. Nous sommes à Burnett, au Texas. Dans cette vieille bourgade tranquille, Clayton Daniels, 23 ans, et sa femme Molly mènent une vie ordinaire. C'était comme dans un conte de fées. Le coup de foudre. On s'aimait vraiment énormément. Ils s'installent ensemble et fondent une famille. Mais pour les jeunes parents, les temps sont durs. On n'avait pas d'argent. C'était angoissant. Et l'argent n'est pas leur seul problème. Clayton a déjà été condamné plusieurs fois pour cambriolage et voies de fait. Mais cette fois, il a violé sa liberté conditionnelle et doit retourner en prison dans 3 jours. On avait travaillé très dur et tout ça allait nous glisser entre les mains. Il est prêt à tout pour ne pas retourner en prison. Pressés par le temps, Clayton et sa femme ont une idée folle qui pourrait les sauver. Ma femme m'a dit « Faisons croire qu'on est mort ». Et là, ça a fait tilt. J'ai su que c'était ce qu'on devait faire. Ils vont prétendre que Clayton est mort carbonisé dans un accident de voiture. S'ils réussissent, non seulement Clayton évitera la prison, mais Molly touchera l'assurance vie de son mari, qui s'élève à 115 000 $. Molly aurait l'argent et on pourrait repartir à zéro, ailleurs. Une nouvelle vie. Ils décident de quitter le Texas et d'aller en Californie. Mais la seule chose qui leur manque, c'est un cadavre. Je ne suis pas un meurtrier, pas question. Je voulais éviter les problèmes, pas m'en créer d'autres. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort. Le 18 juin 2004, Clayton n'a plus que 24 heures de liberté. Sa femme et lui ont passé les 2 derniers jours à chercher où trouver un cadavre. Ils ont déniché l'endroit idéal,
un cimetière isolé en dehors de la ville où personne ne pourra les voir. On avait une pelle et une lampe de poche. C'est tout. J'ai mis à peu près 2h30 pour creuser et déterrer ce truc. Pour que leur plan fonctionne, ils ont besoin d'un cadavre récent. Et surtout sans famille, car la profanation doit passer inaperçue. Le seul qui réponde à ces critères est celui d'une femme de 83 ans. C'était une femme, mais ça n'avait pas d'importance. Le corps ne serait plus reconnaissable. Quand j'ai atteint le cercueil, j'étais presque soulagé. Mais il y avait quelque chose là-dessous. J'ai soulevé le couvercle. Le corps était là. Je ne pensais même pas au cadavre, ni à l'odeur, ni à quoi il ressemblait. Il fallait le faire. On a recouvert la tombe et on a tout remis en place. Tout semblait normal. Personne n'aurait pu s'en apercevoir. Je savais que je n'allais pas revoir ma femme avant longtemps. C'en était fini de Clayton Daniels. Je me suis assis sur les genoux de cette femme, comme un petit garçon qui fait un tour en voiture avec son père. Il me restait environ 30 minutes de route à faire. La plupart des gens trouveraient ça écœurant de déterrer un cadavre et de s'asseoir dessus pour conduire. Ça l'est, et même plus encore. Mais il fallait que je passe au-dessus de ces inconvénients. Je devais mettre ça de côté pour pouvoir me concentrer et aller jusqu'au bout. Clayton parvient à destination, le sommet d'une colline près d'une route déserte. Je m'apprête à balancer la bagnole au sommet de la colline. Je l'ai aspergé d'essence. J'en ai mis sur toute la voiture, à l'intérieur, dans le coffre, en dessous, sur le toit et tout autour. J'en ai mis partout. J'ai vidé la dernière goutte, j'en ai même versé sur le cadavre. Il ne doit prendre aucun risque. Si le corps n'est pas entièrement carbonisé, la police découvrira la supercherie. J'ai jeté mon briquet dedans. Waouh. La voiture en flammes a descendu la colline. En 30 secondes, c'est devenu une boule de feu. J'entendais les pneus éclater, ça brûlait vraiment. J'avais planqué une moto derrière une clôture et un gros cèdre. Personne ne pouvait la voir. Je suis remonté au sommet de la colline d'où je pouvais apercevoir l'épave. Pour l'instant, tout se déroule comme prévu. Mais le projet fou de Clayton risque lui aussi de partir en fumée. Clayton Daniels ne veut pas retourner en prison et a décidé de se faire passer pour mort. Il déterre le cadavre d'une vieille femme et met au point un stratagème qui lui permettra de prendre un nouveau départ avec sa femme et ses enfants. Il veut faire croire à la police qu'il a été tué dans un accident de voiture. Ça brûlait toujours et il n'y avait aucune voiture de police en vue. Il valait mieux pour moi que ça dure le plus longtemps possible. Mais Clayton ne peut pas s'enfuir comme prévu. Une voiture arrive sur les lieux et le conducteur propose de l'aider. Par chance, son téléphone mobile n'a pas de réseau. Il m'a demandé si j'avais un portable. Je lui ai dit non. Il a essayé d'appeler les secours avec le sien, mais il n'y avait pas de réseau. L'homme s'en va pour appeler les pompiers. Clayton sait que la police va arriver d'un moment à l'autre. Il doit quitter la ville immédiatement. À l'aube, il a parcouru plus de 160 km. Ses nerfs sont mis à rude épreuve.
Le stress était au maximum. Je partais vers l'inconnu. Il a l'intention de trouver du travail dans une ferme près d'Abilene, au Texas, et de garder profil bas le temps que Molly récupère l'argent de l'assurance. Mais d'abord, il doit téléphoner à sa femme pour lui dire que tout s'est déroulé sans accroc. J'ai appelé chez moi en PCV et j'ai dit « c'est fait ». L'incendie est maîtrisé quand le policier William Talamontes arrive sur les lieux. Il a 20 ans d'expérience et il a enquêté sur de nombreux accidents de voiture. Beaucoup de choses ne collaient pas. La plupart du temps, en cas d'accident, on relève des traces de dérapage. S'il n'avait pas pu maîtriser son véhicule ou s'il avait abordé le virage trop vite, on aurait trouvé des traces de dérapage à l'endroit où il a quitté la route. Mais il n'y en avait aucune. Et ce n'est pas tout. S'il conduisait très vite quand il s'est écrasé, la voiture aurait été bien plus abîmée. William Talamontes pense que la voiture a été poussée volontairement hors de la route. Les dégâts causés par le feu lui semblent suspects. L'incendie a carbonisé les extrémités du cadavre. Il y avait un torse dans la voiture, sur le siège conducteur. Le reste du corps était très endommagé. J'avais déjà vu des corps calcinés, mais toujours entiers, jamais à ce point-là. J'ai contacté mon chef et je lui ai dit que j'enquêtais sur un accident mortel. Je pensais à un meurtre. Le 19 juin, à midi, Clayton est sur une aire de repos à la sortie d'Abilene. Il doit modifier son apparence et endosser sa nouvelle identité. Jacob Alexander Gregg. Il fallait que je change complètement de personnalité. Mon apparence extérieure était radicalement différente. À 300 km de là, le médecin légiste de Burnett commence l'autopsie du cadavre carbonisé. Il n'en reste pas grand-chose. 66 cm de long et un peu plus de 5 kg. L'autopsie va permettre de déterminer s'il s'agit bien du corps de Clayton Daniels. Étrangement, les premiers résultats tournent en faveur de Clayton, car une des parties du corps est mal identifiée. Le légiste a trouvé un morceau de pénis intact. J'ai trouvé ça plutôt drôle. Je me suis dit, si tu savais... Le médecin légiste dispose de très peu d'éléments. Il en arrive donc à la conclusion que Clayton espérait. Ils m'ont dit que c'était bien le corps de Clayton Daniels. En fin de compte, ma femme et moi avions réussi notre coup. Jake! 2 mois passent. Clayton Daniels a trouvé une cachette idéale et survit en effectuant de petits travaux dans une ferme. Le propriétaire ne lui impose qu'une seule règle. Il doit mener une vie chaste et religieuse, c'est-à-dire travailler dur, pas d'alcool et pas de femmes. Mais un détail continue à tracasser William Talamontes. Il se rappelle sa conversation avec Molly Daniels quand elle a signalé la disparition de son mari. J'ai rencontré Molly et j'ai discuté avec elle. Ça a renforcé mes soupçons parce qu'elle ne se comportait pas comme une veuve. Si je n'ai pas le règlement, La jeune femme n'a qu'une hâte, toucher le montant de l'assurance vie, ce qui intrigue davantage le policier. Le juge nous a demandé de clôturer l'affaire parce que Molly Daniels avait besoin du certificat de décès pour la compagnie d'assurance. Je lui ai dit de ne pas signer le certificat. Je voulais un test ADN. Le policier obtient l'accord du juge pour analyser l'ADN du cadavre trouvé dans la voiture. En attendant les résultats, il garde un œil sur Molly. Cela fait maintenant 3 mois que Clayton Daniels a simulé sa mort. Mais sa femme ne parvient toujours pas à faire débloquer les fonds de l'assurance vie. Pourtant, ils sont tous deux très fiers de leur exploit. Molly pousse l'audace jusqu'à rendre visite à son mari dans la ferme où il se cache. Je suis allongé et je savoure ce moment passé avec ma femme. que se passe-t-il? Sortez d'ici!
Il m'a dit, tu as 10 minutes pour déguerpir, sinon j'appelle les flics. Fichez le camp! Les flics? Non, sûrement pas. Fonce! T'inquiète. Molly réussit à convaincre Clayton que le meilleur endroit pour se cacher, c'est peut-être chez eux. L'enterrement a eu lieu quelques mois plus tôt. Il leur suffira d'attendre un peu, le temps que Molly touche l'argent. Je pensais vraiment qu'on était tiré d'affaire. Ce qu'ils ignorent, c'est que William Talamontes vient de recevoir les résultats du test ADN. Les conclusions sont formelles. Il s'agit d'un cadavre de femme. Ce n'est pas celui de Clayton Daniels. Toute la question est désormais de savoir où est Clayton et à qui appartient le corps trouvé dans la voiture. Les enquêteurs pensent que Molly est impliquée et placent sa maison sous surveillance. Elle avait un peu peur qu'on soit surveillé. Mais on était tous les deux très prudents. C'est quoi cette voiture? Je sais pas. Molly ne veut prendre aucun risque. Si les policiers aperçoivent Clayton, le couple peut tout perdre. Va-t'en, tu dois partir. Pourquoi? Elle l'oblige à quitter la maison sur le champ. Prends la voiture. Je ne sais pas quand je vais te revoir. Je t'aime, chérie, ça va aller. Vas-y vite. Daniels décide de partir en Californie et de s'y tenir tranquille jusqu'à ce que l'argent soit versé. Je pensais dormir dans la voiture et chercher un boulot pour gagner un peu d'argent. Et ensuite, trouver un endroit où dormir. Mais Daniels ne peut s'y résoudre et il prend une décision qui va changer le cours de sa vie. J'ai appelé Molly. Je voulais la voir. J'ai besoin de te parler, de te voir avant qu'on soit séparés. Peut-être pour très longtemps. Molly accepte à une condition. Clayton doit venir la chercher ailleurs que chez eux. C'était pour la rassurer. Le couple se rend dans un restaurant de l'autre côté de la ville. Molly insiste pour que son mari s'en tienne au plan et lui promet qu'elle le rejoindra en Californie dès qu'ils seront tirés d'affaire. Les deux jeunes gens ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà en danger. Les policiers texans surveillent tous les faits et gestes de Molly. Ils appellent des renforts. Persuadés que le couple est capable du pire, ils prennent toutes leurs précautions. Clayton Daniels? En 2 mots, oh merde. Non! C'était fini. T'aurais pas dû revenir. Putain, lâchez-moi! Bouge pas, bouge pas! J'ai rien À fait. terre, ne bouge pas! Vous me faites mal. Tout le mal qu'on s'était donné pour en arriver là n'avait servi à rien. Tu n'iras pas en prison, on n'a rien fait de mal. Tourne-toi, merde! On a été arrêtés et les choses ont pris une tournure différente. On s'est retrouvés en prison. C'était presque comme au Monopoly, on tombe sur la mauvaise case et on va en prison. Clayton Daniels s'est fait passer pour mort durant 5 mois. Clayton et Molly Daniels plaident coupables pour fraude à l'assurance et profanation de sépulture. Ils sont condamnés à 20 ans de prison. 2 ans plus tard, Molly demande le divorce. Je me suis donné tellement de mal pour simuler ma mort. Ma famille, qui comptait le plus pour moi, ma femme et mes enfants, partis.